Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo à télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense honneur et plaisir de recevoir ces jours Messieurs Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national chargé de communication du parti politique Alliance des démocrates pour le progrès ADP. Ce parti politique cher à son excellence Christophe Lutundula. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour chers journalistes, merci de m'avoir invité. Avec Philippe Kazadi, nous allons passer au crible ou analyser, scruter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo sur le volet élections, parce que la population attend de manière ferme la tenue des élections en 2023 sur le volet sécuritaire par rapport à ce qui prévaut à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, Philippe Kazadi, nous allons essayer un peu de cogiter sur ce rapport de Human Rights Watch qui incrimine le FARDC, les unités de FARDC, de collaborer avec le FDLR. Est-ce vrai, ou qui dit faux, parce que vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait clamé même lors de la tribune des Nations Unies que les FDLR ne sont pas en République démocratique du Congo, mais plutôt au Rwanda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que à chaque fois que je passe sur ce plateau, je ne sais de dire que la République démocratique du Congo, notre cher pays, est victime d'un complot international. Et les grandes puissances qui tirent profit du désordre qui sévit, notamment dans la partie est de notre territoire, où nous savons qu'il y a d'énormes richesses naturelles que le Seigneur nous a confiées, nous a dotés. Toutes ces multinationales, tous ces pays, ces superpuissances qui profitent de cette situation qui gêne la quiétude de nos compatriotes à l'est de la RDC, sont en train de tirer des ficelles d'une manière ou d'une autre. Human Rights Watch est une ONG américaine. Et vous en doutez que en faisant une telle déclaration, elle vient justement dans la droite ligne de propos qu'on avait décriés récemment du secrétaire général des Nations Unies, qui avait publiquement reconnu l'inefficacité ou l'incapacité des forces onusiennes à pouvoir mettre fin à l'insécurité qui sévit à l'Est, notamment à combattre le M23. C'est un petit rappel. Donc, qu'on le dise aujourd'hui que les FARDC sont derrière les FDLR, alors que les FDLR ne sont même pas sur notre territoire, je vais vous dire que c'est la preuve encore que c'est un complot qu'on a train de mettre en place pour convaincre l'opinion internationale que la thèse est soutenue par le Rwanda, comme quoi les FARDC soutiennent le FDLR et que le Rwanda peut soutenir les M23. Ils veulent donc faire passer cette thèse-là. Mais ça ne passera pas parce que nous ne resterons pas taiseux. On a remarqué le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, intervenant sur nos confrères de TV5. Il demande à éviter de se mêler à travers le discours du président Paul Kagame, parce que vous êtes sans ignorer que c'est Paul Kagame qui a demandé à Kinshasa de cesser de soutenir le FDLR, prétextant que si aujourd'hui le Rwanda est de mèche avec le M23, c'est parce qu'il y a complicité entre le FARDC et le FDLR. Ça, c'est dans quel jeu nous sommes mêlés? Non, nous sommes mêlés dans aucun jeu. La réalité est que le Rwanda est utilisé par les puissances internationales pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. La réalité, c'est celle-là. Et tout ce qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui, les FARDC sont derrière le FDLR, pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'on chercherait à être derrière les FDLR? Parce qu'il y a des richesses au Rwanda? Parce que nous, on veut troubler la quiétude du pouvoir rwandais pour tirer quel bénéfice? Pour tirer quel profit? Donc, à chaque fois qu'il y a un acte posé, il faut toujours se demander à qui il profite. Est-ce qu'il n'y a pas de présence de le Rwanda, étant donné que le Rwanda, s'il vous plaît, étant donné que le Rwanda se sent dos au mur
avec les preuves accablantes apportées par le gouvernement congolais, qu'il est effectivement derrière le M23, ou mieux, que le M23, c'est le Rwanda proprement parlé, les Rwandais ont en train de créer ces genres de rapports pour essayer de retourner la situation contre la RDC. Mais malheureusement, notre détermination est tellement ferme et notre engagement sur le plan diplomatique est tellement efficace que c'est un discours qui ne passera pas. Parce qu'il y a des preuves sur terrain. Nous, on a déjà capturé des militaires rwandais qui soutiennent le M23, mais qui nous montrent évidemment les militaires congolais qui soutiennent le FDLR. Ça serait pièce contre pièce. Mais d'un côté, une ONG américaine qui sont un rapport pour accabler les forces armées de la RDC, moi, ça ne me dérange pas, parce que ça ne me dérange pas dans le sens que ça ne rencontre aucune vérité. Mais ça me gêne parce que c'est une ONG quand même qui relève, qui sort d'un grand pays, d'une puissance internationale, et ça prouve que cette puissance est derrière les rebelles, cette puissance est derrière ceux qui veulent mener le désordre et l'insécurité dans la partie est de notre pays. Philippe Kazadi, vous parlez de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, vous ne cessez de citer le Rwanda impliqué dans ces exactions qui sont opérées à l'est de notre pays, notamment soutenir le M23. Vous avez applaudi lorsque on vous a dit que Anthony Blinken venait à Kinshasa, où il a passé 24 heures. Après Kinshasa, Anthony Blinken a échangé avec le chef de l'État, mais également avec le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Au Rwanda, Anthony Blinken a appelé la RDC de ne pas soutenir le FDLR, de cesser de soutenir le FDLR, notamment au Rwanda, de ne pas soutenir le M23. Aujourd'hui, avec ces rapports de Human Rights Watch, parce que Kinshasa a semblé nier en fait son soutien au FDLR, est-ce que ces rapports ne viennent pas confirmer la thèse de ces soutiens, ou bien, comme d'aucuns pensent que c'est un complot international, cette ONG joue un jeu des ennemis de la RDC? Et bien entendu, c'est la dernière phrase, ou c'est la conclusion de votre question qui est intéressante. Cette ONG joue le jeu de son pays, du pouvoir américain. Parce que, je vais vous rappeler, je reviens encore sur ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit. Lorsqu'on lui a posé la question, d'où le rebelle du M23 tire-t-il les armes pour qu'il soit si efficace, si puissant que les forces onusiennes? Il a dit de quelque part. Et sur ces plateaux, j'avais dit que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient de nous faire louper l'occasion de toucher le fond du problème et de résoudre la question de l'insécurité à l'Est. Parce qu'il suffisait qu'il cite le Rwanda pour que le secrétaire d'État américain ne vienne pas tenir ce genre de discours pour mettre dos à dos la RDC et le Rwanda. Il sait que, et les rapports même des experts des Nations Unies, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas analysé par l'Assemblée générale des Nations Unies ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces rapports accablent justement le pouvoir rwandais et ces rapports accusent, ces rapports qui ne ressortent pas d'une ONG congolaise ou d'une ONG américaine. Ce sont les experts des Nations Unies qui l'ont dit que le M23 sont soutenus par le Rwanda. Donc aujourd'hui, les rapports de l'ONG américaine ne peuvent pas nous étonner. Parce que déjà le secrétaire d'État américain avait tenu ce genre de propos, comme pour dire que ce qui se vit à l'est de la RDC, c'est un peu la réponse du Rwanda au soutien que le FRDC, la réponse du Rwanda au soutien que le FRDC apporterait au FDLR. Mais bien au contraire, il n'y a aucun Congolais, aucun militaire congolais qui se trouverait sur le territoire rwandais pour soutenir le FDLR. De quelle manière on le fait? Mais l'ONG ne nous dit pas ça. De quelle manière on le fait? Mais nous, on a démontré que le Rwanda est derrière le M23 parce qu'on a capturé même les militaires rwandais sur le territoire congolais. Alors comment contourner cette pub négative pour la République démocratique du Congo? Cette pub négative, pour que nous puissions la contourner, nous avons besoin d'une mobilisation. Et je vous dis que le monde entier, même les puissances internationales, ont compris que la détermination du peuple congolais à ne pas céder un
carré de sa terre est inéluctable et donc il faut arrêter avec ces projets. C'est la mobilisation nationale qui va bloquer ou qui est en train de bloquer, qui a toujours bloqué le plan de balkanisation de notre pays. Au fait, dans le fond, au-delà de vol, de pillage de nos ressources, il y a la volonté de balkaniser notre pays. Et notre peuple n'en veut pas. Aucun Congolais, même s'il habite la partie Est, même s'il habite la partie la plus insécurisée de la RDC, ne peut accepter d'être annexé au Rwanda et devenir Rwandais demain. Ils le savent. Et aucun Congolais ne va accepter qu'on fasse une cession de notre territoire et qu'on crée un état tampon entre, d'un côté, le pouvoir de Kinshasa, de l'autre côté, le pouvoir de Kigali, et que cet état tampon soit sous la coupe de Kigali. Aucun Congolais, en tout cas, ne l'accepte jusqu'alors. Donc, ils savent que l'arme la plus efficace qui détient le pouvoir congolais, c'est la détermination du peuple à ne pas abandonner un seul maître de son territoire. Vous parlez de la détermination, la mobilisation qui doit avoir la population, mais à cet moment, Bunagana est toujours occupé par le rebelle de M23 qui n'est pas sous contrôle du gouvernement central. Le chef de l'État, vous l'avez certainement suivi à BBC lorsqu'il parle d'être poignardé par le dos par le président Paul Kagame ou le Rwanda. Mais qu'est-ce qui est fait en amont sur terrain? Qu'est-ce qui est fait pour protéger l'intégrité territoriale du pays? Qu'est-ce qui est fait pour protéger la population civile? Écoutez, il est un fait que l'intégrité territoriale de la RDC est entamée. Elle est entachée par cette occupation illégale et barbare du territoire congolais, le territoire de Bunagana, par le rebelle du M23, au fait, par le Rwanda. Ça, c'est un fait. Donc, nous devons tout faire pour recouvrer notre intégrité territoriale et notre dignité en tant qu'État. Mais quoi faire? Le chef de l'État et le gouvernement ont levé l'option. Je crois que vous l'avez suivi lui-même, il a dit à maintes reprises. Vous avez suivi les ministres des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie, Christian Mutounoula, mais également le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui tous, tour à tour, ont dit que pour l'instant, nous avons pris l'option de d'aller sur la voie diplomatique. Parce que c'est la solution la moins coûteuse et la moins dangereuse en termes de perte de vies humaines. Les Congolais nous avons tellement perdu de nos frères et sœurs que nous ne pouvons plus accepter que la guerre puisse se tenir sur notre territoire. Et donc, les autorités en place, le gouvernement est lancé sur la voie diplomatique, mais également comptant sur la mobilisation intérieure de la population pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Et ils vont quitter les territoires de Bunagana. Ils vont quitter, il faudra attendre une année, 12 mois. Bon, malheureusement... Parce qu'il y a reprise déjà des hostilités à Rutshuru entre le M23 et le FARDC. Le M23 tente à conquérir certaines localités au moment où le FARDC cherche par moyen de conséquence à déloger ces rebelles de Bunagana. Non, vous savez, n'oubliez pas que l'agenda du M23, c'était d'obtenir des négociations directes avec le gouvernement. Et tout ça, c'est dans cet objectif-là que le gouvernement faiblisse et qu'on dise ok, maintenant, venez, on va dialoguer. Mais vous savez ce qui cherche derrière le dialogue? C'est le brassage. C'est-à-dire que les militaires rwandais qui sont dans le groupe de M23 puissent intégrer l'armée de la RDC. Et vous savez la conséquence? C'est l'infiltration. Et la conséquence de l'infiltration, c'est l'affaiblissement de notre appareil sécuritaire. Ce qui a été fait depuis 18 ans. Et nous ne pouvons plus revenir sur les mêmes erreurs. Si hier, le pouvoir de Kinshasa a pensé qu'en brassant les rebelles, on pouvait atténuer la crise, mais malheureusement, les velléités de détournement, les velléités de pillage de nos ressources de la part du Rwanda n'ont pas cessé. Et ainsi, ils sont en train de créer non seulement des groupes rebelles fantômes, mais aussi soutenir militairement et en équipement ces hommes pour qu'ils occupent le territoire de la RDC. Donc, l'objectif est toujours là. Obtenir le brassage, obtenir l'intégration de ce Rwandais dans notre système militaire et affaiblir la RDC pour que chaque fois le Rwanda puisse continuer plutôt
à tirer profit de l'insécurité qu'il va continuer à s'aimer dans la partie Est. Donc la solution ultime, c'est que nous devrions compter sur nos forces armées et nous devrions mettre tout le moyen nécessaire pour les forces armées de la RDC et extirper les gens qui jouent le double jeu. Et je crois que les nouvelles mises en place au sein de l'armée par les chefs de l'État visent évidemment cet objectif-là. Est-ce que vous êtes favorable au maintien de l'état des sièges ou bien vous êtes aussi d'avis avec tous ces mondes qui estiment à ce jour qu'il faudra lever l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri parce qu'ayant démontré ou prouvé ses limites? Mais dans la mesure où ceux qui disent qu'il faut lever l'état des sièges ne nous apportent pas une solution palliative, je ne vois pas pourquoi on doit rétablir l'état des sièges. Pour moi, il faut continuer, il faut peut-être ajuster. Voilà, parce que l'état des sièges aujourd'hui a démontré qu'il a empêché au pouvoir rwandais de continuer à se bomber les torses en étant le premier producteur de richesses dont il ne regorge pas sur son sous-sol. Il faudra maintenir. Il faut maintenir, il faut ajuster. Écoutez, je ne suis pas spécialiste des questions d'armée, je ne suis pas spécialiste de guerre, mais j'ose croire que ceux qui ont toutes les informations sur la situation des guerres, sur la situation d'insécurité, ceux qui reçoivent les rapports de renseignement chaque jour, lorsqu'ils ont pris la décision de maintenir l'état des sièges durant autant de mois ou autant d'années, on savait qu'ils avaient raison, parce qu'ils ont toutes les informations. Il y en a qui viennent ici s'opposer à l'état des sièges sans avoir les éléments nécessaires. Mais moi, je fais confiance aux autorités qui ont pris la mesure de maintenir l'état des sièges et nous espérons avec foi avec optimisme d'ailleurs, que ça va porter les fruits. Parlons de cette question qui fait polémique en même temps, ça fait débat, cette déclaration de Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière intervention sur TV5, que Patrick Muyaya déclare que l'organisation, les élections est une question bien évidemment des aspirations ou tout consort et non une obligation. Bon, c'est vous qui le dites, moi je ne l'ai pas suivi malheureusement, excusez-moi, je ne veux pas faire l'avocat du ministre de la Communication, mais je crois que peut-être, j'estime, j'estime que ça peut être un maladroit dans son langage. Les élections sont une obligation constitutionnelle en RDC et les mandats politiques est un contrat à durée déterminée entre les dirigeants et le peuple. La durée c'est de 5 ans, renouvelable une seule fois pour les présidents de la République et renouvelable autant de fois pour les députés nationaux, provinciaux ou les sénateurs. Donc les élections sont une obligation constitutionnelle et le président de la République n'est pas de nature, il a déjà dit que lui il a grandi dans la moule de la démocratie, il n'est pas de nature à pouvoir empiéter à cette règle-là de l'alternance de l'organisation des élections dans le délai. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudra dire que les autorités n'ont pas cette volonté d'organiser les élections dans les délais. Contrairement à ceux qui nous ont sorti des livres pour justifier les glissements, pour justifier la non-tenue des élections, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, cette méga structure politique qui accompagne la vision du chef de l'État, il n'y a pas de décision de ne pas organiser les élections dans les délais. Et le président de la CENI, je crois qu'on va en parler, a déjà fixé que le mois prochain, il va sortir les calendriers. Donc il faut être optimiste. Il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. Mais lorsque le porte-parole du gouvernement sort pour déclarer de telles choses, que l'organisation des élections n'est pas une obligation. Je crois que c'est malade. Quel est le message que vous voulez transmettre? Qu'est-ce qu'on peut tirer par rapport à cela? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que non, les autorités ne veulent pas organiser les élections dans les délais ou il faudra... Est-ce que ça... c'est une boîte de Pandore non mais écoutez, moi je l'ai déjà dit que moi je n'ai pas suivi les ministres de communication. Donc je ne sais pas recadrer
ses propos dans son contexte, mais j'estime que ça doit être une maladresse. S'il l'a dit effectivement tel que vous le rapportez maintenant, je crois que c'est une maladresse. Parce qu'il fait partie d'un gouvernement dont le président de la République insiste sur la nécessité et même l'obligation de tenir les élections dans les délais. Pourquoi n'y aurait-il pas élection? Donc, tellement au niveau de votre parti, vous croyez à la tenue des élections en 2023. L'ADP, comment s'organise l'ADP pour affronter les élections de 2023? Alors, pour l'instant, notre parti Alliance des démocrates pour le progrès, ADP en sigle, est dans l'opération de redynamisation. Nous devons redynamiser le parti pour s'organiser, se mettre en ordre de bataille pour bien affronter les élections de 2023. Et actuellement, nous avons investi un nouveau secrétaire général en la personne de Maître John Bombo, que je salue en passant, qui a maintenant l'obligation de mettre en place de nouvelles structures capables d'impulser la dynamique que nous voulons imprimer au sein de notre parti et faire face aux élections, faire face à nos adversaires politiques sur le terrain démocratique pour que nous puissions engager le plus grand nombre d'élus. Et c'est pour moi peut-être l'occasion de faire un appel. J'ai fait un appel sérieux à tous ceux qui ont des ambitions et tous ceux qui pensent, qui ont toujours pris Christophe Lutunula comme modèle dans sa manière de faire la politique, de se joindre à nous. Ceux qui ont des ambitions d'être candidats, de se joindre à nous pour que nous puissions constituer davantage une force et que nous allions aux élections de manière à remporter des sièges au niveau national que provincial. Parce que déjà, à l'élection présidentielle, l'autorité morale de notre parti a donné le cap et nous avons comme champion Félix Tshisekedi Tshilombo. Lorsque vous parlez de la redynamisation du parti, cette redynamisation s'effectue dans des bureaux climatisés où vous êtes vraiment sur terrain, l'ADP est sur terrain. Mais écoutez, j'ai bien parlé de la mise en place. C'est-à-dire de la restructuration du parti, de la mise en place des structures du parti à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau provincial, au niveau de province, donc comme on dit l'interfédéral, et au niveau des fédérations, au niveau des cellules, au niveau des sections. Donc vous êtes dans ces cadres de rappel des troupes. Nous sommes en train de rappeler les troupes en ordre de bataille et là, je viens de dire qu'on vient d'investir un nouveau secrétaire général, un jeune aussi dynamique, aussi engagé, et nous espérons qu'avec lui, les choses iront beaucoup mieux. C'est comme ça que nous disons. L'ADP sur terrain. C'est comme ça que nous disons que ceux qui veulent, ceux qui ont des ambitions, le nouveau secrétaire général, je crois qu'il a du pain sur la planche et moi j'ai confiance en sa capacité. Et surtout à l'équipe. Même de les relever tous les défis. Mais vous savez que la RDC, c'est 2 345 000 km² poussière. C'est quand même un travail énorme que d'installer le parti sur l'ensemble du territoire. Il ne pourra jamais le faire seul. Il a besoin de gens avec qui il faut travailler. Voilà pourquoi je dis, tous ceux qui ont battu retraite, qu'ils rentrent dans nos rangs et que nous puissions voir comment conquérir davantage les sièges pour jouer notre rôle effectivement au sein de la majorité présidentielle après les élections 2023. Philippe Kazadi, en gros, pour que la population puisse un peu se faire un peu l'idée, en gros, quelles sont les ambitions de l'ADP? C'est parti de Christophe Lutunula. Je vais dire ici 3 grandes ambitions qui me viennent à l'esprit. Nous avons l'ambition de gagner un grand nombre de sièges aux élections législatives nationales pour que nous puissions participer à la composition de la majorité présidentielle après les élections 2023. Parce que nous comptons que Félix Tshisekedi, qui est notre champion, va remplir en 2023. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous puissions gagner effectivement des sièges au niveau de l'élection provinciale. C'est ainsi que l'implantation du parti va se faire sur cette base-là, pour que dans chaque province où nous serons effectivement implantés, nous puissions gagner le plus grand nombre de sièges et pourquoi pas avoir de gouverneurs. Parce que vous savez, la classe politique congolaise est aujourd'hui
entaché de beaucoup de... bon, il y a assez de personnes qui peuvent, au jour au lendemain, tourner kazakh, et qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune philosophie. Et ce sont effectivement des gens que moi j'appelle des opportunistes avérés. Mais notre leader, notre autorité morale, a déjà montré à la face du monde ses orientations, sa manière de concevoir et de faire la politique. Donc nous pensons que ceux qui vont se joindre à nous et qui vont porter la vision, qui vont porter la manière de faire de Lutundula, l'école qu'il a mise en place pour nous enseigner cette politique excellente, la manière de faire cette politique excellente, je crois qu'avec cela, on peut mettre en place des instances dirigeantes qui répondent aux attentes de la population et à tous les niveaux. Et pourquoi pas accompagner celui qui va être notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, après les élections 2023. On lève en tête, parce qu'on se disait que l'ADP de Christophe Lutundula était un sous-ensemble d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Non, est-ce qu'il faudra dissocier désormais l'ADP ensemble de Moïse Katumbi? Non, mais il n'y a pas à dissocier parce que ça n'a jamais été associé. Ensemble pour la République a ses statuts, Ensemble pour la République a ses organes, Ensemble pour la République a sa date de naissance. L'Alliance des démocrates pour le progrès a ses statuts, a ses organes, a évidemment sa date de naissance. Et je vais peut-être, pas peut-être, mais le dire, que Ensemble pour l'Alliance des démocrates pour le progrès est né Ensemble pour la République. Donc il n'y a pas d'association à faire. Mais je voulais dire que je voulais ajouter une troisième ambition. Ce n'est pas l'idéologie politique de non, il n'y a pas Moïse Katumbi qui est prônée à l'ADP. Non, attends. Nous avons notre idéologie. Nous sommes l'aîné, l'Alliance des démocrates pour le progrès, et l'aîné de Ensemble pour la République. Donc nous ne pouvons pas copier Ensemble pour la République. La troisième ambition que nous avons, je voulais dire, bien que vous m'ayez coupé, c'est la participation active au sein de la majorité présidentielle à construire demain. Nous avons vraiment cette volonté, cette détermination de gagner un grand nombre de sièges et être des éléments majeurs et jouer un rôle majeur au sein de la majorité présidentielle à construire pour permettre à notre champion Félix Tshisekedi de gagner les élections, mais évidemment de gouverner tel qu'il le veut et non tel que les circonstances lui ont imposé de 2018 à aujourd'hui. Votre champion Félix Tshisekedi, alors quel rôle doit jouer Christophe Lutundula au sein de l'Union sacrée et à côté, bien évidemment, de votre champion qui est Félix Tshisekedi? Mais le rôle que nous pensons pouvoir jouer, au-delà de l'agitation qui existe dans la classe politique, nous avons notre style. Nous allons apporter notre style. Notre style, c'est la pondération. Notre style, c'est la profondeur dans la réflexion. Notre style, c'est le focus sur des questions sérieuses, sur des questions sérieuses plutôt de la nation. Ce n'est pas des attaques personnelles, ce n'est pas de l'anathème, ce n'est pas du dialélo comme font les autres, mais nous, c'est vraiment la politique au sens réel. Et nous, c'est le réalisme que nous voulons aussi apporter, comme vient nous dire notre autorité morale Christophe Lutundula, c'est que nous devons viser l'idéal tout en maîtrisant le réel. Donc nous allons faire cette politique de cette manière-là. Nous visons grand, nous visons l'idéal, c'est-à-dire de faire du Congo un grand pays au cœur de l'Afrique, un pays qui ne subit pas ce genre d'humiliation d'un pays rwandais, d'un pays voisin plutôt. Mais tout en visant cet idéal-là, nous allons voir comment maîtriser le réel, c'est-à-dire la politique réelle de notre pays. Aujourd'hui, l'ADP, Christophe Lutundula, s'est battu bec un angle pour donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Bon, c'est parce que vous attendez par bec et ongle, mais nous avons notre méthode de travail. Je ne dirais pas bec et ongle, mais je dirais obstinément. Donc vous travaillez pour la... Nous travaillons obstinément et vigoureusement afin de donner un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous vous réjouissez du fait qu'il y a désormais une charte que tous les membres de l'Union sacrée sont censés signer.
Mais il y avait un vide à ce niveau-là. Au sein de l'Union sacrée, il y avait une sorte de vide ou de cacophonie, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre pour que tout le monde puisse savoir sur quelle ligne il doit marcher. Il n'y a pas d'organisation qui puisse fonctionner sans structuration, sans texte. Donc cette charte, c'est évidemment quelque chose qui vient combler un vide, qui vient vous réjouissez de ça? Tout à fait. Hein. Pas se réjouir, mais c'est normal. C'est normal. C'est tout ce qu'on pouvait attendre tout ce qu'on attendait depuis longtemps. Philippe, avant de se séparer avec vous, j'aimerais que vous puissiez un peu dire un mot par rapport à ce qui constitue l'insécurité à Kinshasa, la capitale. On parle de Kuluna, de Paris et autres, dans les différentes communes de la capitale de notre pays, la République démocratique du Congo, mais également, en cela s'ajoutent des désordres routiers. Hein? Un mot à placer par rapport à... En tout cas, pour ce qui est de l'insécurité urbaine à Kinshasa, il n'y a plus rien à dire parce que ça n'est de trop. Et à cette insécurité, on ajoute ce que je peux dire, l'insécurité routière. Nous voyons comment les chauffeurs conduisent à Kinshasa. C'est comme s'il y a quasiment absence totale de l'État. Et pourtant, il y a la police qui est là pour faire exercer le droit de la violence qui est reconnu à l'État. Mais on a quand même un inspecteur, disons, le général Kassongo, qui s'occupe de la police au niveau de la province de Kinshasa. Il doit vraiment sévir tous ces gens, tous ces chauffeurs qui vont dans le sens contraire, qui ne respectent pas le sens, comment on appelle ça, le sens unique et tout ça. Mais au niveau, par exemple, de quartier 1, l'entrée abattoir, Petro-Congo, mais c'est une cacophonie, c'est impossible. C'est impossible. Et un embouteillage qui dérange tous les citoyens. Mais on a quand même les éléments de la police qui sont là, qui jouent un peu de la complicité avec ces chauffeurs, qui leur donnent 1000 francs, 500 francs, et ils laissent faire. J'appelle vraiment à l'autorité compétente, donc le général Kassongo, de voir un peu ce qui se passe dans ces coins-là. Vous savez, il y a des embouteillages à Kinshasa, mais ce qui se passe après le pont de la rivière Njili vers Tchango là-bas, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Philippe Kazadi, vous êtes secrétaire national de l'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP, c'est parti politique cher Christophe Lutundula. Je vous dis merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie et je crois que j'ai pu apporter, tant soit peu, mon idée sur ce que la situation à l'Est, mais également sur ce que la situation de notre parti politique, à l'Alliance des démocrates pour le progrès. Et j'invite encore des ambitieux. Tous ceux qui pensent que le Tundula leur a inspiré à un moment donné peuvent se joindre à nous pour que nous puissions constituer une force à aller aux élections et gagner autant de sièges pour servir la République. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. On a eu donc une émission réalisée par Moro Njambé, Christian Banjol était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Au revoir.